Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Je passe la parole à Éric Marty. Je le présente. Il est écrivain et universitaire. Il enseigne la littérature contemporaine à l'université qui s'appelle maintenant l'Université de Paris. C'est ça, Paris Diderot. Il a publié de nombreux essais qui mêlent la philosophie à la question littéraire sur René Char, André Gide, Jean Genet ou encore Sade. Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux, paru au Seuil en 2011. Ami de Roland Barthes, il a conçu et réalisé l'ensemble de ses œuvres complètes et de ses œuvres posthumes. Et il a publié à son propos 2 livres, Roland Barthes, Le métier d'écrire et Roland Barthes, La littérature et le droit à la mort, tous publiés au Seuil. Il a publié également plusieurs romans et récits, dont La Fille, paru au Seuil en 2015, et L'Invasion du désert, paru chez Manussus en 2017. Merci. Je prends ce micro-là. Oui. Bien, merci beaucoup. Mon propos sera en 3 parties, et en cela je serai très français. Je garderai la tradition en quelque sorte. Un premier point où j'interrogerai le rapport philosophie, littérature et France. Un deuxième point où j'essaierai d'aborder 3 exemples de liens très particuliers entre littérature et philosophie. Sartre d'abord, Derrida ensuite, Lacan en 3e lieu. Ça sera des pointages très rapides, bien sûr. Et puis mon 3e point sera justement la question d'une rupture, d'une crise, finalement, dans le rapport entre la philosophie et la littérature. Et j'aurai 2 noms. Ça sera celui de Roland Barthes et de Michel Foucault, couple dans lequel je vois le moment de rupture, de dissension entre le champ philosophique et le champ littéraire. Donc mon premier point, c'est essayer de réfléchir sur ce triangle à la fois très fort, mais à mon avis trompeur, littérature, philosophie, France. Si on suit la lettre de notre programme, il s'agit donc pas seulement pour nous réfléchir sur les liens entre philosophie et littérature, mais dans le champ de la philosophie française. Et supposons donc l'existence d'une philosophie française. Et ça tombe bien, en fait, puisqu'en effet, s'il y a une tradition française en philosophie, c'est bien par un lien avec la littérature. De sorte qu'on pourrait dire en mauvais anglais que notre panel pourrait bien être par métonymie le colloque du colloque, le métacolloque, seul en mesure de donner le sens à l'ensemble du colloque, dans la mesure précisément où le questionnement du rapport avec la littérature peut donner un sens à cette expression de philosophie française. Je vois en effet rien de plus pertinent que le rapport de la philosophie à la littérature pour repérer ce qui est fait trace française dans le champ de la philosophie occidentale. Et je dirais même que la contre-épreuve de ce lien profond entre philosophie et littérature dans le champ de la France, la contre-épreuve, ça serait justement les moments où la philosophie française se fait étrangère, se soumet à une conception étrangère de la philosophie et perd précisément ce lien vital qui noue la philosophie à la littérature. N'est-ce pas pour avoir été trop impressionné par la cérébralité allemande que Sartre, en 1943, joue les petits professeurs avec Georges Bataille, en renvoyant l'expérience intérieure à de la non-pensée. Dans ce texte, on a l'impression que Sartre rectifie Bataille en allemand et qu'il retraduit en allemand ce que Bataille lui-même a retraduit de l'allemand. C'est-à-dire que Bataille, en effet, retraduit de l'allemand, du Hegel, du Heidegger. Eh bien, Sartre, lui, le rétablit l'allemand. On reviendra sur cet épisode dans le second point. Plus récemment, la vogue de la philosophie analytique, disons américaine, en France, ne s'était pas faite justement en corrélation avec l'exclusion des philosophies littéraires. Pensons à Derrida, contraint de professer dans le champ des Romance Studies aux États-Unis, et pensons à ce qui, depuis, dans l'espace académique français, opère de soumission à des codes, à des axiomatiques, à des styles, même à une langue, qui ne sont pas dans la tradition académique française. Pensons à l'ex-lacanien François Recanati, devenu chantre de la philosophie du langage, disant ne plus pouvoir s'exprimer en français, sauf évidemment le 12 décembre dernier, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France. Il est pourtant étonnant, à ce titre, que les différents gestes des philosophes français qui ont en quelque sorte, soit momentanément, soit de manière définitive, trahi ce lien avec la littérature, étonnement de voir que ce propos est pris la forme d'une condescendance
qui s'exprime par le reproche du flou, du vague ou de l'informe qui aurait caractérisé cette philosophie contaminée par la littérature. Condescendance aussi par l'affichage d'une incompréhension. Je n'y comprends rien de Sartre à l'égard de Bataille, ou je n'y comprends plus rien de Recanati par rapport à Lacan. Alors qu'il me semble au contraire que si la littérature a pu jouer un rôle capital dans le champ philosophique français, c'est justement en le clarifiant, ce champ philosophique. Et cela non pas par une forme lénifiante ou insignifiante d'une clarté émolliente ou reposante, celle qu'on attribue à Montaigne, à Voltaire, à Camus, cette espèce de tradition d'une philosophie littéraire, mais au contraire, si la littérature a pu apporter une clarté dans le champ philosophique, ça a été une clarté puissante, une clarté de feu, une clarté violente, qui clarifie tout, en fait, en confirmant en quelque sorte les préventions de Sartre à l'écart de Bataille, puisque le message, au fond, de la littérature à la philosophie, c'est « on ne pense pas ». Ou du moins, on ne pense qu'à partir du moment où on accepte de tirer toutes les conséquences de l'opposition irréductible entre le signifiant et le savoir, faute de quoi la philosophie se révèle, pour reprendre le mot de Lacan, comme débilité mentale, qui est la manière dont Lacan se place comme antiphilosophe. Et je reviendrai sur cette position de l'antiphilosophe. On l'aura compris, le lien historique entre philosophie et littérature que je voudrais interroger, à partir de notre présent, s'il est en effet inscrit dans une tradition très longue, n'a pu nouer un nouveau lien avec la philosophie qu'en inventant un nouveau rapport, justement, avec la philosophie et en balayant toute une mythologie de la pensée française qui se serait exprimée dans la langue du lettré, dans la langue bourgeoise, de celle qui fait des phrases, celle de Alain, par exemple, effectivement, une forme de chant, de forme, je dirais, apaisée et assagie de la philosophie. Puisque j'ai parlé de Barthes, au-delà de l'inventeur de langue qu'il a été, comme Foucault l'a été, comme Deleuze l'a été, comme Derrida, comme Lacan l'ont été, il me suffira de repérer ce geste absolument énigmatique qui l'amène en août 1947, très jeune, à introduire en français ces mots venus de l'étranger. Degré zéro de l'écriture. Ça ne veut rien dire en français, pour l'intuition de la langue, degré zéro de l'écriture. Alors que la tradition rhétorique française, celle de Valéry précisément, lui offrait, comme elle l'a offert à Starobinsky par exemple, de quoi continuer, de quoi poursuivre précisément cette entreprise labellisée qualité française d'une alliance de bonne aloi entre littérature et philosophie. Le degré zéro de l'écriture, expression de mauvaise aloi, est donc typique de ce dont je voudrais parler, qui se résume en 2 points. Le premier point, donc, est d'introduire un paradoxe. Ce lien entre littérature et philosophie est en effet un lien qui caractérise la philosophie française comme tradition, mais sous condition. La première est de dire que dans la séquence moderne, ce lien change de nature. Ce n'est plus ce lien de bonne aloi, où la littérature adoucirait les mœurs un peu rudes de la philosophie. Bien au contraire. Le point de contact entre philosophie et littérature dans le champ moderne, s'ils ont été des points clarifiants, l'ont été par la corruption, par la violence, par l'exigence textuelle, formelle donc, qui, de Bataille à Barthes, ont pu gagner effectivement le discours philosophique. Ce lien ne se veut nullement français, au sens où on l'entend traditionnellement. Il se dit en français en effet, mais en français de langue étrangère. Il a vocation de casser le français contemporain, le français des contemporains. Et ce que je dis du degré zéro de l'écriture, qui est incompréhensible dans le français de l'époque, qui est devenu maintenant une expression courante, mais qui, à l'époque, est une expression qui ne veut rien dire en français, je pourrais lire de Bataille, je pourrais lire de Blanchot, qui tous ont introduit en effet un français opaque, en tout cas un français qui n'est pas de la tradition française. On dira donc que la tradition française d'un lien entre philosophie et littérature ne se perpétue que sur et par l'introduction de la tradition, ce qui est une dialectique typiquement moderne d'ailleurs. Le deuxième point, plus important sans doute, est que le lien entre littérature et philosophie est un véritable pacte de réciprocité où chacun va accepter de se perdre pour l'autre. La philosophie en devenant anti-philosophie et la littérature en perdant jusqu'à son nom et en lui substituant celui d'écriture, qui devient le concept ou le signifiant majeur de cette aventure, et qui donc devrait modifier notre rencontre, puisqu'on ne pourrait plus parler de philosophie et littérature, mais d'anti-philosophie et d'écriture. Sans doute pourra-t-on me reprocher de ne pas avoir situé la question dans la conjoncture présente, puisque c'est la question qui nous est posée, où va ?
j'ai tout de même indiqué une piste que je vais développer pour finir, à savoir la piste de la rupture, du pacte moderne entre philosophie et littérature, qui sera donc mon dernier point. Deuxième point, donc, un arrêt sur quelques exemples de liens signifiants entre philosophie et littérature. Sartre, donc, Derrida et Lacan. Le premier nom est celui de Sartre, qui est absolument, évidemment, fondamental, parce qu'il est le lieu de la plus grande confusion et de la plus grande clarté dans les liens entre philosophie et littérature. En voici la structure très rapide. Sartre est très précisément le lieu de l'inscription et du refoulement de l'antiphilosophie, comme menace ou comme salut que la littérature fait peser sur la philosophie. Première opération, donc, 1943. Lecture et démolition de bataille au nom de la philosophie comme pensée. Discours de Sartre, on ne peut se perdre à partir de cogito, sauf si l'on triche, etc. Et donc démolition de bataille comme penseur littéraire, comme penseur informe. 1964, retournement de cette position avec un grand texte sur Kierkegaard, l'universel singulier, que je lis personnellement comme une auto-réfutation de Sartre par lui-même, de ce texte sur bataille, puisqu'il est décrit non en termes kierkegaardiens, mais en termes batailliens, puisqu'il s'affiche selon le thème de l'antiphilosophie, terme fétiche de bataille, et qu'il se dit, très étrangement, dans le vocabulaire lacanien, qui est alors la seule médiation pour accéder à bataille. Je me limiterai à un seul énoncé de Sartre. L'antiphilosophie pose un problème à la philosophie, puisque le savoir y trouve ses limites, par un retournement paradoxal qui le contraint à indiquer le signifiant comme son fondement silencieux. Voilà ce que dit Sartre en 1964. Et puis une deuxième citation, Kierkegaard, dans ses écrits, propose l'usage inversé des mots. Il veut une régression dialectique du signifié et des significations au signifiant. Il se présente lui-même comme signifiant et nous renvoie du coup à notre transhistoricité de signifiant. Devons-nous, a priori, refuser cette régression ? Évidemment non, on doit l'accepter. Deuxième exemple, donc vraiment un problème intéressant d'un renversement de position de Sartre, qui évidemment est une impasse qui ne va pas durer, qui ne va pas se perpétuer, mais quand même. Deuxième exemple, c'est le nom de Derrida. Conversion plus fondamentale et plus durable, précisément. 1963, texte inaugural de l'écriture de la différence, qui s'appelle Force et signification, où Derrida résiste encore violemment à la rupture moderne, celle du formalisme, avant de s'y rallier, et mieux que s'y rallier. Dans ce texte, Derrida continue de défendre un rapport essentiellement phénoménologique à la chose littéraire, au travers de la notion d'acte créateur, d'imagination, de génie, contre la géométrisation formaliste, la technique, etc. Mais évidemment, cette espèce de résistance n'est là que pour être renversée de manière absolument grandiose, avec le déploiement du concept de l'écriture, que Barthes s'était employé justement lui-même à détacher déjà de la chose littéraire, et que Derrida va investir de manière absolument extraordinaire, de manière comme forcenée, de manière grandiose, et dont la dissémination, en 1972, sera vraiment un acte majeur, mais qui déjà, et plus tard encore, va être perpétué par Derrida, et Derrida en ce sens est vraiment barthésien de manière très intense, comme Barthes sera derridien, par exemple, avec l'Empire des signes, en profitant au fond de l'exploitation que Derrida a su faire de sa propre opération de mise au jour du concept de l'écriture. Troisième exemple, je vais très vite, vous voyez, celui de Lacan. J'aurais désigné deux tendances chez Lacan. La première, qu'on pourrait dire, malgré son inventivité classique, où Lacan reconduit le geste interprétatif freudien. C'est par exemple le texte sur Gide des écrits, mais aussi le séminaire sur la lettre volée d'Edgar Poe. Et ce n'est pas un hasard, sans doute, si le texte le plus polémique de Derrida à l'égard de Lacan s'appuie sur, précisément, ce séminaire sur la lettre volée, où Derrida reproche finalement à Lacan de demeurer dans la perspective psychobiographique de Marie Bonaparte et psychologisante, et donc de ne pas intégrer l'autonomie et le rôle souverain de l'écriture. Mais, et on pourrait évidemment développer un tas de choses sur Lacan dans ce rapport, disons, traditionnel ou freudien à la littérature. Mais, précisément, Lacan, il me semble, se sort de cette position pourtant confortable en réfléchissant en fait sa propre pratique,
qui suppose l'échec de l'écrit, l'écriture comme ratage qui illustre paradoxalement le seul livre qu'il ait pondu, si l'on peut dire, les écrits. Puisqu'il s'agit seulement de transcription de conférences, de réécriture, de bouts de texte, mais sûrement pas d'un écrit. Et c'est dans Littérateur, texte célèbre, qu'il tirera toutes les conséquences, je dirais, de cette espèce d'échec ou d'impossibilité ou de catastrophe qu'est l'écriture, en rattachant alors l'écriture à la pourriture, aux déchets, à la poubelle, dont Beckett est en quelque sorte l'incarnation, et en approfondissant alors jusqu'à sa destruction ou son pourrissement, le degré zéro de l'écriture, devenant à ce moment-là réellement anti-philosophe. Chacun des cas que j'ai brièvement exposés repose donc sur une forme d'opposition interne, et qui est donc un symptôme d'une tension, d'une opposition entre le discours philosophique et l'écriture. Sartre, Derrida, Lacan. Le poison de l'écriture, ce que Sartre appelle le signifiant comme fondement silencieux et qui pousse le savoir vers un non-savoir, qui est le lieu de l'antiphilosophie. Il me semble que l'épilogue de ce que je viens de dire, d'écrire, qui est une épopée qui en gros court sur 20 ans ou 30 ans, pourrait avoir comme épilogue le nom d'Althusser, L'avenir de longtemps, le texte autobiographique qu'Althusser écrit après l'assassinat de sa femme et son internement à Sainte-Anne, qui est précisément la possibilité offerte à Althusser par l'écriture de suturer et en même temps de disséminer ce moment psychotique qui l'a conduit à assassiner son épouse. Chef-d'œuvre où se noue quelque chose de l'aventure du discours philosophique, avec la figure obsédante pour la séquence moderne du philosophe fou, et précisément l'écriture comme seule issue, comme elle l'était pour Rousseau. C'est ce que je pense Althusser pointe. Point d'orgue donc qui me semble aussi capital. Par où, troisième point, donc la rupture, par où finir? Eh bien par un couple dont il faudra faire un jour l'histoire, le couple Barthes-Foucault. Le point de départ pourrait être la fameuse phrase posthume de Roland Barthes dans Vita Nova, « Aucun philosophe ne fut mon guide », que Jean-Claude Milner a analysé dans son Pas philosophie de Roland Barthes, énoncé fort complexe, qui, à mon avis, dit la tension dénégatrice qu'il y a entre philosophie et littérature. Car dire jamais « aucun philosophe ne fut jamais mon guide », c'est aussi pointer la philosophie, évidemment, dans une place capitale, malgré tout. Mais cette logique dénégatrice est une logique très, très inventive, très forte, très dynamique. Vers quoi je veux aller, c'est la rupture. Et le grand interrupteur, c'est Foucault, à mon sens. Abjuration par Foucault, la littérature comme matériau pour penser le présent, à quoi Foucault substitue l'archive, la parole anonyme, le on, et qui place en quelque sorte la littérature comme anachronique, et qu'on pourrait désigner alors comme le moment anti-romantique de Foucault, le moment romantique étant celui du Soir de la folie, hanté par Blanchot et par Bataille. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait que Barthes ait repéré chez Foucault cette rupture avec la littérature. Dans la préparation du roman, qui est le dernier cours de Roland Barthes au Collège de France, Barthes pointe en effet chez Foucault ce moment où Foucault abjure la littérature. Et notamment, il cite un passage de l'ordre du discours, qui est vous savez, le texte de la leçon inaugurale de Foucault au Collège de France. Foucault est celui qui propose de, je cite, « lever enfin la souveraineté du signifiant ». Et Barthes voit dans cette expression de Foucault quelque chose qui est vraiment le gros problème historique qui lui est posé. Barthes ne veut nullement sauver la littérature au sang de la tradition, mais ce qu'il pointe, c'est le vrai problème que pose Foucault, celui d'une neutralisation du signifiant ou de la textualité. Ce qui inquiète Barthes, c'est qu'il puisse y avoir un rejet moderniste de l'écriture, le rejet foucaldien. Ce rejet foucaldien est parfaitement maîtrisé et pensé, à mon sens. Il est d'une grande complexité et il mériterait lui-même toute une séance, il a une grande importance. Il signe nettement, à mon sens, la fin d'un concubinage entre littérature et philosophie et la fin de leur emprise réciproque. Il me semble que cette rupture que Foucault a instaurée et qui fait de Foucault, je crois, le premier penseur post-européen, en quelque sorte, ouvre à la période actuelle. Avec d'un côté le déploiement dans le champ de la philosophie d'une sorte d'offensive discursive anti-moderne, contre la séquence moderne, et qui vise à évacuer la littérature totalement du champ du discours philosophique.
et qui propose à la place le langage ordinaire comme son objet le plus fondamental. De l'autre, c'est le maintien, le prolongement, sous la forme la plus insignifiante, d'une relation entre philosophie et littérature qui opère alors sur un mode académique, où le philosophe tient le discours du maître sur l'objet littéraire, avec deux exemples caricaturaux, Badiou et Rancière, qui font chacun leur petit Mallarmé, leur petit Rimbaud, leur petit Mandelstam, etc. Reproduisant ainsi le programme académique français d'une relation philosophie-littérature. Figure du philosophe comme sujet d'un savoir universel qui sait tout sur tout et qui donc peut parler aussi bien de la littérature. Configuration désastreuse aujourd'hui qui laisse alors le champ littéraire comme lieu tout à fait stérile, inoffensif, domestiqué, où, me semble-t-il, rien de ce qu'il pourrait dire à la philosophie n'est audible. Voilà, merci. Merci beaucoup, Éric.